رجب طيب أردوغان ومرشح المعارضة كمال كليجدار أوغلو. Actually, Ankara, like the other cities or other Turkish cities, has witnessed a lot of anxiety and anticipation during all this day. Les candidats devront également composer avec les voix des nombreux abstentionnistes qui pourront faire pencher la balance d'une part ou d'une autre. Hamza Morsli, Melissa Nour Khmilat, Khaireddine Batache. Bonjour et merci de nous rejoindre pour cette couverture spéciale du double scrutin présidentiel et législatif en Turquie. Des élections annoncées d'entrée comme serrées. Le président sortant Recep Tayyip Erdogan, qui envisage de briguer un troisième mandat, doit affronter un sérieux rival, Kemal Kılıçdaroğlu, à la tête d'un parti social-démocrate CHP, à la tête d'une large coalition. L'autre prétendant au poste de président est l'ancien député Sinan Ogan, candidat de l'Alliance ATA. Il ne sont donc plus que 3 candidats après l'annonce du retrait de l'opposant Muharrem İnce. Les Turcs votent depuis ce matin, donc les bureaux de vote ont ouvert à 8h heure locale et doivent fermer à 17h, soit à 14h en temps universel. Les premières estimations officielles sont attendues 4 heures plus tard. 64 millions d'électeurs, pour être précis, qui éliront aussi leur parlement, sont inscrits à travers ce pays de près de 87 millions d'habitants. Allez, sans plus tarder, direction Istanbul pour retrouver notre envoyé spécial Khaireddine Batache. Bonjour. Bonjour Abdelkader. Alors Khaireddine, vous suivez depuis ce matin le déroulement des élections. Dans quelle atmosphère se déroule-t-elle ? Alors Abdelkader, les élections législatives et présidentielles ici à Istanbul se déroulent dans une atmosphère plutôt festive. La population afflue en nombre. Permettez-moi de vous résumer jusqu'à l'heure, la journée d'aujourd'hui. Donc, oui. Ouverture des bureaux de vote, comme vous l'avez souligné, ici à Istanbul, à partir de 8h. Je me trouve actuellement au lycée, à un lycée dans la région d'Iskander, où le président Tayyip Recep Erdogan est candidat par ailleurs aux élections a voté ce matin vers les coups de 11h. Dans le même temps, son adversaire principal, Kemal Kılıçdaroğlu, votait lui du côté d'Ankara, oui. Après avoir vu et assisté donc aux premières affluences des électeurs vers les coups de 8h, 9h. Les choses sérieuses ont commencé. Des centaines d'électeurs potentiels donc se sont rendus aux urnes depuis l'ouverture des bureaux, et je me trouve actuellement dans l'un de ces bureaux de vote où se déroule cette opération. Je vais tenter de vous expliquer si vous le permettez. Oui, une opération qui se déroule dans une, donc, comme je le disais, une bonne atmosphère ici à Istanbul. Vous voyez une longue file d'attente qui se forme depuis un bon moment. Alors, vous avez ici devant vous donc les électeurs qui vont confirmer leur identité auprès des préposés au bureau, donc sur les listes de vote que vous voyez ici, en présentant leur pièce d'identité. Alors, il faut avant d'aller prendre ces 2 bulletins de vote. Oui, Abdelkader, donc ces 2 bulletins de vote, le bulletin réservé aux élections législatives. Oui, voilà, exactement. Exactement, et leur député parlementaire, voilà. Le bulletin réservé donc aux élections présidentielles avec les 4 candidats, comme vous pouvez le voir. Donc le président Tayyip Erdogan, Muharrem İnce, le candidat qui s'est retiré, est bien présent donc sur le bulletin de vote. L'adversaire principal, Kemal Kılıçdaroğlu, et Sinan Ogan, le nationaliste. Donc ensuite, direction l'isoloir ici, derrière moi, direction l'isoloir pour mettre le bulletin donc dans l'enveloppe avant de revenir ici vers l'urne et déposer ce fameux bulletin de vote. Voilà, comme vous pouvez le voir. Donc, je le disais, une élection qui se déroule dans une bonne
atmosphère. Je rappelle quelques chiffres avant de rendre justement, j'allais vous relancer là-dessus, plus de 11 300 000 électeurs, oui. Oui, les Turcs sont traditionnellement assidus aux urnes avec des taux de participation supérieurs à 80%. Avez-vous des chiffres à nous communiquer là-dessus ? Alors pour le moment, nous avons posé beaucoup de questions aux responsables du centre de vote, y compris le directeur de ce centre de vote quant au taux de participation intermédiaire. Eh bien, nous a répondu qu'il n'y aurait pas peut-être de taux intermédiaire, mais que les premiers chiffres seront communiqués après la fermeture des bureaux de vote à partir de 17h. Et ce n'est qu'à partir de 18h que nous pourrions avoir les premières estimations. Néanmoins, je peux vous dire que ici, dans cette bourgade, dans la banlieue d'Istanbul, c'est l'un des bastions justement du candidat Tayyip Recep Erdogan et qui connaît d'habitude des taux de participation très forts qui dépassent parfois les 80%. Je disais donc que la ville d'Istanbul, qui compte plus de 11 300 000 électeurs, devrait connaître une forte participation, car oui, comme vous l'avez dit Abdelkader, les Turcs votent aujourd'hui, les Turcs votent plutôt en masse. Très bien, donc Kherdin Matache, merci de nous avoir fait vivre ce moment de vote en direct. Kherdin, nous reviendrons à vous tout au long de cette édition pour suivre l'évolution de ce scrutin. Retour au plateau pour retrouver notre invité Ali Bey Nasseri. Bonjour. Bonjour. Merci d'avoir accepté notre invitation. Alors, vous êtes consultant en commerce international et donc l'un des enjeux majeurs de ces élections en Turquie est d'ordre économique. Le pays subit une inflation de 50%. Son économie est donc soumise à rude épreuve. Comment ce pays en est arrivé là, Monsieur Bey ? Vous savez que l'une des caractéristiques de la Turquie, oui, c'est qu'elle est extravertie, c'est-à-dire une économie dépend de façon très importante de l'importation. Donc, on peut dire que l'inflation en Turquie est en grande partie importée. La Turquie importe l'équivalent de 350 milliards de dollars, c'est-à-dire pratiquement 10 fois plus que nous. Donc, cette exposition à l'économie internationale a fait que l'inflation a été exactement importée. Et aussi, il faut dire que la crise russo-ukrainienne a beaucoup aussi impacté. Vous savez que la Turquie est très proche de ces pays-là et des importations sont très importantes. Et le coût de l'énergie, c'est un pays qui importe beaucoup d'énergie. Exactement, de l'énergie. Et donc, la flambée de l'énergie, vous savez que tout le monde le sait, a impacté aussi fortement donc la balance commerciale turque et bien sûr l'inflation en interne. Oui, très bien. Et que doit faire justement le prochain président élu pour redresser la barre ? Je pense que l'une des orientations, je ne suis pas spécialiste de la Turquie, notamment ce que doit faire un président de la République, c'est justement de maîtriser. Mais sur le plan économique, voilà. Sur le plan économique, c'est surtout donc là on comprend un peu le jeu politique et l'intervention politique donc de la Turquie vis-à-vis de cette crise, parce qu'elle est très impactée et elle joue un rôle très important justement pour essayer de ramener la paix à ce niveau. Mais en tout cas, l'une des orientations donc, du futur président, c'est d'aller vers cette maîtrise. Et notamment, donc, comment au moins l'État pourrait, comme ce qui se passe un peu chez nous en Algérie, jouer donc sur le taux de change pour essayer donc de maîtriser cette inflation. Très bien. Donc, dans un premier temps, revoir le taux de change. Le taux de change, exactement. Nous, l'un des axes pour nous, ça a été justement d'aller vers le taux de change pour essayer donc le coût donc de l'importation soit beaucoup plus en faveur de... Monsieur Nasseri, la Turquie occupe une place importante sur la scène économique mondiale, notamment après son rôle joué dans l'obtention de l'accord sur les exportations de céréales ukrainiennes. Ce fragile équilibre risque-t-il d'être compromis avec l'élection d'un nouveau président ? Je ne pense pas que sur les fondamentaux, la Turquie, parce que je pense qu'à l'externe, ce n'est pas donc un président ne change pas la donne à l'externe, surtout que ça a été en faveur justement du poids politique de la Turquie. Oui. En aucun cas un président, quel qu'il soit, va changer
justement cette aura et ce niveau donc, politique, d'influence politique qu'a connu la Turquie avec l'ancien président. Donc je ne pense pas que ce soit le cas. En tout état de cause, l'orientation va être maintenue, le poids politique parce qu'il faut savoir que l'intervention de la Turquie n'a pas fait que des euros. Donc il y a une influence internationale qui ne veut pas que la Turquie émerge en tant que facteur stabilisateur de la région. Très bien. Ali Bey Nasri, nous reviendrons à vous durant cette émission. Je propose de retrouver à présent Jean Marcou, professeur à Sciences Po et chercheur associé à l'Institut français d'études anatoliennes d'Istanbul. Bonjour. Bonjour. Alors nous l'avons souligné au tout début, les derniers sondages laissent présager une course plutôt très serrée. Qu'est-ce qui fait que ce rapprochement, qu'est-ce qui explique ce rapprochement entre les candidats ? Bien, il y a le fait que le candidat de l'opposition a réussi à rassembler finalement un nombre très important de forces politiques, bien sûr des forces politiques avec lesquelles il avait l'habitude de travailler. Je veux parler des forces qui avaient participé aux dernières élections en 2018, donc son parti, le CHP, le parti kémaliste, et puis le parti nationaliste modéré, le Bon Parti. Oui. Mais depuis, se sont ajoutées d'autres forces politiques, en particulier 2 partis créés par des dissidents de l'AKP, un petit parti de centre-droit et un petit parti islamiste. Donc, en réalité, le leader de l'opposition a réussi effectivement à rassembler un peu tout le monde contre Erdogan. Une autre force politique qui est très importante à prendre en compte, c'est qu'il a également un soutien, qui n'est pas un soutien officiel et ouvert, mais il a obtenu d'une certaine manière le soutien du parti kurde. Et vous savez que ce parti est le 3e, le parti kurde d'opposition est le 3e parti de Turquie. Et ce parti, le HDP, qui se présente aux élections sous l'étiquette YSP, n'a pas présenté cette fois de candidat, alors que la dernière fois, son candidat était arrivé en 3e position. Donc, de toute évidence, c'est aussi un soutien important pour Kemal Kılıçdaroğlu. Très bien. Qui est le principal rival, rappelons-le, de Recep Tayyip Erdogan, selon les sondages. Voilà. Alors, rappelons qu'il y a en plus un événement nouveau qui s'est produit il y a quelques jours. C'est la décision de Muharrem İnce, qui était le 3e candidat, de se retirer. C'était un candidat finalement d'opposition dissident, puisqu'il avait été le candidat officiel du parti de Kılıçdaroğlu en 2018. Par la suite, il a tenté de prendre la direction du parti, mais en vain. Et du coup, il a fondé sa propre formation et il s'est présenté aux élections. Il était crédité de 4-5% et c'est la raison pour laquelle on disait qu'il allait y avoir très probablement un 2e tour. Mais dès lors que Muharrem İnce n'est pas là, effectivement, les écarts se resserrent. Et il y a des chances maintenant qu'il y ait une décision dans un sens ou dans l'autre dès le 1er tour. Très bien. Oui. Mais en tout cas, le fait que ça soit très serré, comme vous le disiez, peut permettre de penser aussi qu'on peut avoir un 2e tour si jamais aucun des 2 candidats principaux ne franchit la barre des 50%. Et Jean Marcou, quel est l'enjeu véritable de ces élections ? Quel sera le facteur X selon vous ? Je pense que, comme vous le disiez, la crise économique est un facteur important. Il ne faut pas oublier que Recep Tayyip Erdogan a gagné ces élections, s'est fait réélire principalement sur ces résultats économiques. Et aujourd'hui, ces résultats économiques ne sont plus là. Il y a, à mon avis, un autre facteur qui est un peu le facteur d'usure, et d'une usure qui, au cours des dernières années, a vu finalement Recep Tayyip Erdogan et l'AKP se transformer
Vous savez que c'était un parti qui, au départ, sur le plan politique, était un parti finalement qui avait symbolisé une certaine ouverture, la fin d'une Turquie qui finalement, tous les 10 ans, affrontait une reprise en main militaire. Mais en réalité, après une dizaine d'années de pouvoir, l'AKP s'est mis à être une sorte de parti d'État. Réduisant finalement les libertés. Et je crois que cet aspect-là, c'est-à-dire ce coup d'arrêt que veulent porter beaucoup de Turcs à une sorte de pérennisation du pouvoir, de centralisation du pouvoir, de présidentialisation trop forte, explique probablement le succès de Kemal Kılıçdaroğlu dans cette campagne. Très bien. Jean-Marc Roux, restez avec nous. Nous allons revenir à vous dans quelques minutes. Je vous propose d'aller à Ankara pour retrouver le journaliste et chercheur indépendant turc Ozan Avunduk. Bonjour. Bonjour. Alors, ce double scrutin présidentiel et législatif est décrit, nous le rappelons, comme décisif pour l'avenir de la Turquie. Continuer avec Erdogan ou désigner un nouveau président, une nouvelle figure, que va-t-il changer dans les deux cas? Beaucoup de choses. Alors, il y a plusieurs choses déjà concernant la politique intérieure. Le changement du président en Turquie après 20 ans en effet, parce que Erdogan est au pouvoir en effet depuis près de 20 ans, et même s'il est président juste depuis 9 ans, ça aussi c'est long déjà, mais déjà le résultat, un éventuel changement du pouvoir va montrer au monde occidental et oriental qu'il est possible de toujours changer le gouvernement par une manière démocratique, même s'il s'agit d'un régime autocratique. Et là, en ce moment, les votes, les élections fonctionnent toujours, même parfois sous des conditions des pays autocratiques et antidémocratiques. Après, en Turquie, en termes de la politique étrangère aussi, beaucoup de choses vont changer. Par exemple, les relations avec le Moyen-Orient, ça, je pense que il y aura un changement important là aussi, parce que Kılıçdaroğlu va avoir une vision beaucoup plus laïque dans la politique étrangère, ce qui n'était pas le cas sous Erdogan. Il avait, surtout depuis le début de la guerre en Syrie en 2011, avait opté pour une politique plus où l'élément religieux était mobilisé dans des relations avec les pays, les voisins. Mais c'est ce que souhaitent les Syriens, un gouvernement plus laïque? Sans doute, parce que comme ça, en fait, ça va aussi mettre en fin au fait que la religion soit utilisée comme un instrument pour cibler les leaders des autres pays, des autres États, parce que ça a eu lieu pendant les dizaines d'années qu'on a vécues dans le passé. Et là, dans le futur, un changement éventuel du gouvernement va changer cette situation aussi. Très bien, Ozan Avunduk, restez avec nous. Nous allons retrouver un autre invité, en l'occurrence Hassan Qasimi, qui est expert des questions géopolitiques. Bonjour. Bonjour. Alors, continuer avec Erdogan ou éventuellement changer pour Kılıçdaroğlu ou Öcalan. Les Occidentaux auront les yeux rivés sur ces élections en Turquie, notamment le rôle que joue Ankara dans le conflit russo-ukrainien. Que va-t-il changer selon vous? D'abord, c'est une élection qui a plusieurs enjeux. Au niveau de la Turquie, il y a pour la première fois au niveau de la Turquie une opposition. Les partis d'opposition ne se présentent plus seuls. Il y a un seul candidat qui a reçu, c'est Kemal Kılıçdaroğlu, qui a réussi à fédérer, à mobiliser toute l'opposition derrière lui. Donc c'est une menace très très importante pour le pouvoir d'Erdogan qui est là en place depuis une vingtaine d'années. Et là, en ce qui concerne Erdogan au pouvoir, vous devez savoir qu'il y a des aspects très importants que nous devons mettre en évidence. C'est quelqu'un qui a réussi à assurer une stabilité du pays.
c'est quelqu'un qui a réussi aussi à améliorer la situation économique du pays. Et aussi, c'est quelqu'un qui a réussi aussi à réussir à garantir un certain équilibre entre l'Europe et la Russie. Et elle a souvent servi de médiateur sur des dossiers très importants, celui de l'Ukraine et dans d'autres dossiers, bien sûr, au Moyen-Orient. Et là, vous savez, les conséquences des élections futures seront très très importantes pour la simple raison que maintenant, si on doit revenir aux sondages qui ont été faits, bien sûr, ce ne sont que des sondages. Il y a des sondages qui disent que l'opposant Kamel risque de passer au premier tour, et cela, c'est une hypothèse qui est fort improbable. Et il y a d'autres hypothèses qui disent qu'il y aura sans aucun doute un deuxième tour, et au deuxième tour, Erdogan sera défait. Et là, ce ne sont absolument que des hypothèses, que des suppositions. Et il ne faut pas, bien sûr, vendre la peau de l'ours avant de l'avoir tué. Erdogan a aussi, bien sûr, des ressorts très importants. Et il est encore en course, bien placé, et il a encore toutes ses chances. Très bien. Donc, dans cette élection, ce qu'il faut dire, ce qui fait un peu peur dans cette élection en Turquie, ce sont les possibilités d'ingérence étrangère dans ce scrutin. Et là, vous savez qu'il y a bien sûr des forces euro-atlantiques qui ne sont pas favorables à ce que Erdogan soit maintenu au pouvoir, et qu'il y a bien sûr une forte volonté politique occidentale de vouloir encourager l'arrivée de l'opposition politique au pouvoir pour envisager bien sûr des changements radicaux sur le plan géostratégique et dans les alliances qui ont été menées. Et justement, Hassan Qassimi, je voulais vous relancer là-dessus. Erdogan. Oui, Hassan Qassimi, vous qui êtes expert en questions géopolitiques, alors la Turquie s'est beaucoup, on l'a vu, rapprochée des pays arabes, mais aussi des autres pays de la région, comme l'Iran, ennemi juré des Occidentaux. Ces rapprochements pourraient-ils coûter cher au président sortant ? Vous savez, ce qui peut coûter très cher au président Erdogan, d'abord, vous devez savoir une chose, que c'est une élection qui ne va pas se jouer sur le plan idéologique ou sur le plan politique. Elle se jouera sur le plan économique. Il y a, bien sûr, la population turque a été durement frappée par une inflation très dure, qui, à certains moments, est arrivée à 50% et a dépassé parfois les 80%, ce qui a érodé et menacé un peu les intérêts de la population turque. Donc, les erreurs qui ont été faites par le président Erdogan, c'est de n'avoir pas tenté par une politique très forte d'essayer de faire descendre cette inflation, l'inflation coûteuse sur le plan social, qui a des conséquences collatérales terribles sur le bien-être de la population turque. Mais par contre, sur le plan économique, il a beaucoup plus agi en essayant de relancer la croissance en diminuant sensiblement les taux d'intérêt. Et c'est là où on lui reproche de ne pas avoir agi sur un peu la réduction de l'inflation. Et là, croyez-moi que Erdogan... c'est sur ce point, ce sont ses faiblesses sur le plan économique où il pourrait peut-être être concurrencé par son opposition qui avance et d'ailleurs, Erdogan, l'opposition lui reproche aussi beaucoup de dossiers sur je vous donne l'exemple du dernier séisme turc, on reproche à Erdogan de n'avoir pas mobilisé rapidement et suffisamment de secours pour le compte des populations qui ont été sinistrées et pour ne pas avoir aussi, bien sûr, et on lui reproche aussi, c'est beaucoup d'insuffisance en matière de délivrance, de permis de construire à des promoteurs qui n'ont pas respecté les normes techniques, et ce qui explique pourquoi un nombre très important d'immeubles se sont effondrés comme un carton. Beaucoup de promoteurs immobiliers ont été mis en prison juste après ce séisme.
Merci beaucoup d'avoir abordé cet aspect-là de ces élections qui risquent d'être décisif également. Hassan Qassemi, nous reviendrons à vous. Revenons à l'économie avec notre invité ici sur place, Ali Bey Nasseri. Permettez-moi d'aborder un autre sujet concernant les investisseurs, notamment turcs en Algérie ou algériens en Turquie. Vous étiez ex-président de l'ANEXAL, l'Agence nationale des exportateurs algériens, oui. l'association nationale des exportateurs algériens. Beaucoup d'opérateurs turcs actifs en Algérie. Nos deux pays sont étroitement liés par les échanges commerciaux. Y a-t-il des craintes par rapport aux investisseurs algériens dans cette conjoncture économique dans laquelle se trouve la Turquie? Non, je pense. Mais le fait, il faut savoir que la Turquie a fortement investi pendant la période d'Erdogan. Si on parle des 20 dernières années, on est passé pratiquement de 7 opérateurs turcs en Algérie à 1400. Oui. Les échanges ont pratiquement été multipliés par 4. Nous sommes dans des échanges commerciaux de l'ordre de 5 milliards de dollars, entre 4,5 et 5 milliards de dollars. Tout ça est dû justement à la politique justement économique d'Erdogan au départ, qui a été donc très profitable à la Turquie. Il faut savoir que tout le monde connaît, donc si l'Algérie, si on exporte un peu plus maintenant, c'est qu'il y a les Turcs ont investi dans la sidérurgie, ils ont investi dans les textiles-lingerie, ils ont investi dans l'immobilier. Cette dynamique turque à l'extérieur de l'exportation a été très forte, justement sous l'impulsion de son président de la République. Maintenant, concernant donc les relations futures, est-ce que le nouveau président, il est clair qu'en matière donc économique, il ne pourra que consolider ce qui a été fait par son prédécesseur. Ça d'une part. Concernant l'approche des pays arabes ou disons la position politique, elle a aussi été sous-tendue par un aspect économique. Oui. Si l'approche avec les pays arabes a été donc aussi à cause justement des sources d'approvisionnement en énergie et des sources aussi d'investissement aussi en Turquie, qui investit actuellement à l'étranger, si ce n'est donc c'est les pays donc pétroliers donc du Moyen-Orient. Sur cet aspect-là, la tendance a été très positive et cette dynamique continue jusqu'à l'heure actuelle, puisqu'il y a toujours des déplacements donc d'affaires. Il faut savoir que l'Algérie est la première destination en Afrique en matière d'investissement. Elle est la 7e au niveau mondial, c'est-à-dire la relation économique entre l'Algérie, d'abord la relation historique qui est particulière entre l'Algérie et la Turquie, mais sur le point économique, ça a été considéré comme un choix stratégique des plus importants. La réalité est là, première destination à l'investissement à l'étranger, 7e au niveau mondial, ça exprime très bien donc la volonté donc politique, et quel que soit donc le président de la République, l'aspect économique maintenant devient prédominant dans toute approche. Très bien. Il y a aussi l'aspect médiatique, monsieur Ali Bey Nasseri. Permettez-moi de l'aborder, justement. Ces élections sont suivies avec attention par la France particulièrement, notamment qui souhaite plus de souplesse dans les rapports entre les deux dirigeants des deux pays. Hélène Gonnet, journaliste française à LCI, s'est exprimée au micro de notre envoyé spécial à Istanbul, Kherdin Batash. Bien, en France, ces élections elles sont suivies avec attention parce qu'il y a d'une part une importante diaspora turque et puis une conscience aussi que la Turquie elle joue un rôle très important sur la scène internationale, y compris dans le dossier ukrainien. C'est très, très important pour la France. Alors effectivement, il y a une attente par rapport à ces élections, peut-être d'une alternative, parce que ça apporterait aussi un changement sur la forme plutôt que sur le fond des relations entre la Turquie et la France. La France qui a, et notamment notre président de la République, Emmanuel Macron, des relations assez tendues avec l'actuel président Recep Tayyip Erdogan, et donc une alternative avec l'élection de Kemal Kılıçdaroğlu peut-être pourrait mettre un peu plus de rondeur dans les rapports entre les deux pays, plus qu'un changement sur le fond de la politique. Alors, avant d'aller à Ankara pour évoquer également ce traitement médiatique, Ali Bey Nasseri, vous avez un commentaire à faire là-dessus? Absolument. Et il faut savoir que les médias français, c'est très clair, ce n'est pas la diaspora turque qui est nettement plus importante en Allemagne qu'en France.
Mais c'est un autre aspect, c'est la position géopolitique de la Turquie qui a changé avec un président de la République classé comme étant proche de la mouvance islamique. C'est surtout ça, et ça gêne très bien, et ça on le sait, Israël. Israël est très présente par ses relais médiatiques au niveau français, et ça on le voit très très bien. Très bien. Et nous allons confirmer donc tout cela avec notre invité d'Ankara, Ozan Avandouk. Oui, alors. Vous m'entendez? Oui, alors, vous êtes chercheur, oui, je rappelle, indépendant et journaliste également. J'aimerais évoquer alors le traitement de ces élections par les médias occidentaux. Erdogan leur a reproché de vouloir ternir volontairement son image. Comment l'expliquer? Alors, je crois qu'il y a deux différentes visions concernant, dans les médias occidentaux concernant ces élections. D'un côté, il y a un média qui disent que, une partie des médias occidentaux qui disent que, voilà, les Européens, l'Union européenne, ou en soit les États européens, voudront que Erdogan reste au pouvoir pour que les choses continuent comme ils sont déjà, parce qu'en effet, un changement éventuel du gouvernement, du pouvoir politique, dans le pouvoir politique, va signifier aussi la remise dans l'agenda de cette fameuse adhésion de la Turquie à l'Union européenne. Parfois, il y a beaucoup d'États, beaucoup de partis politiques en France ou en d'autres pays qui sont sévèrement très contre cette adhésion. Puis après, il y a des sociodémocrates qui sont plutôt pour. Mais dans l'autre côté, il y a aussi des médias qui disent que voilà, justement, ça serait bien, donc qui réfléchissent plus comme les sociodémocrates au sein de l'Europe ou des pays européens, et qui disent que voilà, un éventuel changement dans le pouvoir politique, ça va être déjà très bien pour les démocrates et tous les citoyens en fait au sein de la Turquie. Et puis après, ça va aussi améliorer les relations entre la Turquie et l'Union européenne. Donc ça va être quelque chose de bien pour les deux côtés, deux parties. Très bien. Je vous propose de retrouver sans plus tarder Jean Marco, qui est professeur, je vous le rappelle, à Sciences Po et chercheur associé à l'Institut français d'études anatoliennes d'Istanbul. Je vous propose la même question. Comment expliquer cet acharnement des médias occidentaux sur le personnage de Recep Tayyip Erdogan? Oui, c'est un vieux phénomène qui tient, je dirais, aux positions souvent très polémiques, en fait, de Recep Tayyip Erdogan sur un certain nombre de dossiers. Voilà, je crois que c'est un phénomène médiatique. Ceci étant, les médias occidentaux, enfin tous les médias occidentaux ne font pas des titres à sensation, et vous avez beaucoup de médias occidentaux qui, à l'heure actuelle, analysent avec profondeur, ou en tout cas essayent d'analyser aussi avec profondeur ce qui va se passer en Turquie, parce que c'est effectivement important, je dirais, pour notamment l'évolution de la guerre en Ukraine, pour l'évolution de l'Union européenne. Bon, votre précédent intervenant signalait effectivement ce que va changer, ce que peut changer, en tout cas, l'élection si jamais Recep Tayyip Erdogan est défait. Je crois qu'il y a pas mal de choses. Moi, je pense que si jamais, effectivement, Recep Tayyip Erdogan était battu, je crois que ce serait un événement non seulement turc, mais également international, parce que on a vu beaucoup, au cours des dernières années, finalement, des régimes politiques qui étaient des régimes libéraux, donc des démocraties libérales, évoluer vers des régimes plus populistes ou plus autoritaires. Ça a été le cas en Turquie, mais c'est le cas également dans un certain nombre de pays de l'Union européenne, je ne sais pas, comme par exemple la Hongrie ou la Pologne. Et je sais que lors des élections en Hongrie, les dernières élections en Hongrie, alors même que le président paraissait en difficulté, beaucoup de gens disaient que si jamais il y avait une alternance, ça serait un événement international, parce que effectivement on verrait des pays qui ont évolué vers l'autoritarisme ou vers une certaine remise en cause de l'état de droit et de la démocratie, évoluer finalement vers
revenir en quelque sorte à une démocratie libérale, bon, à un état de droit, etc. Ça ne s'est pas produit effectivement en Hongrie il y a 2 ans. Si jamais ça se produit en Turquie, c'est vrai que ça peut aussi, d'une certaine manière, relancer la candidature de la Turquie à l'Union européenne. La Turquie sera en position de force à ce moment-là pour dire, eh ben, finalement, regardez, en Europe, vous avez un certain nombre de régimes qui sont finalement assez contestables du point de vue de leur pratique de la démocratie. Nous venons avec éclat de montrer que nous étions toujours attachés aux élections et que même dans une situation qui avait dévié un petit peu, nous avons été capables de tenir un scrutin juste et un scrutin intéressant, enfin un scrutin alternatif. Donc ça peut être effectivement un atout important pour le nouveau président. Très bien. Donc, en tout état de cause, comme le disaient vos intervenants, je pense qu'il n'y aura pas de changement en termes de politique étrangère véritablement spectaculaire. Notamment pour des raisons économiques, votre intervenant le disait très bien, il y a des fondamentaux en matière de politique étrangère et on ne va pas tout bouleverser. En même temps, c'est sûr, je dirais qu'avec les Occidentaux, plutôt dans la manière d'ailleurs que sur le fond, il peut y avoir un changement si jamais Kılıçdaroğlu est élu, parce que Kılıçdaroğlu, bien évidemment, n'aura pas la même attitude vis-à-vis des Occidentaux, sera plus conciliant, ce qui ne veut pas dire qu'il sera plus conciliant sur le fond. Il sera peut-être plus conciliant dans la forme, mais peut-être pas plus conciliant sur le fond. La politique extérieure de la Turquie, nous en parlons également avec notre expert en questions géopolitiques, Hassan Qasimi. Je reviens à vous. On l'a vu, Erdogan, au sortir des bureaux de vote aujourd'hui, a dénoncé l'ingérence de certains médias occidentaux. Donc une dénonciation de plus. Pourquoi vouloir absolument voir Recep Tayyip Erdogan sur le banc de touche? Vous savez que Erdogan, quel que soit ce qu'on peut dire à son sujet, ce qui est important, c'est de dire et de souligner que Erdogan est une personnalité politique disposant d'une stature internationale. Erdogan est un président qui a toujours été connu comme quelqu'un qui a toujours refusé les ingérences étrangères. Et à ce titre, vous devez savoir aussi que beaucoup de pays, particulièrement la France, le président Macron, ce qui explique un peu les inimitiés entre ces deux hommes, a souvent essayé d'instrumentaliser le dossier arménien pour essayer de discréditer un peu l'Ukraine et le président Erdogan. C'est ce que celui-ci a toujours refusé, condamné, et s'est bien sûr opposé fermement, et parfois avec beaucoup de force, à de telles formes d'ingérence. Ce qui peut un peu nous préoccuper dans cette élection, c'est il y a quelque chose que nous devons absolument dire, c'est le risque d'irrégularité dans ces élections. Alors le risque est là, il existe. Sur le terrain, la société civile, la société politique est fortement mobilisée dans les centres de vote, dans les bureaux de vote pour assurer le contrôle et la régularité de ces élections. Mais le risque est là, est très fort et c'est un scénario que nous ne voulons pas et que nous devons absolument éviter pour essayer de garder un peu la stabilité de ce pays qui est très très important, qui est au carrefour de l'Europe, de l'Asie, de la Méditerranée, et qui joue un rôle très très important sur le plan international. Maintenant, ce qui va changer, vous devez savoir qu'il y aura des éléments très importants qui vont changer dans le cas où l'opposition arriverait au pouvoir. D'abord, l'opposition, si elle venait arriver au pouvoir, elle va réintégrer les Kurdes dans le processus politique. Le parti kurde, le PKK, qui est considéré actuellement comme un parti terroriste, risque de revenir sur la scène politique. Et là, il y a l'ombre, bien sûr, discrète, sournoise, informelle, des lobbies sionistes de l'axe euro-atlantique qui vont tout faire pour essayer
d'encourager le retour des Kurdes sur la scène politique turque. Et vous devez savoir qu'ils sont accrédités de l'équivalent de 10% des voix et qui peuvent constituer un arbitre dans ces élections et dans ce scrutin. Donc 10%, c'est pas négligeable, et qui peuvent faire basculer la balance au détriment d'Erdogan. Et là, les scénarios que nous avons un peu imaginés et qui est un peu partagé par certains analystes, c'est le retour des Kurdes. Et là, ce que nous pouvons imaginer, c'est que la possibilité de donner un État futur aux Kurdes qui s'implanterait sur une partie des territoires de la Syrie, de l'Irak, et pour un peu créer une autre alliance entre les Kurdes, les Turcs, l'entité sioniste, l'axe euro-atlantique, pour aller dans des postures offensives devant affaiblir les Russes sur le propre terrain et particulièrement en mer Noire et aussi au niveau de la Méditerranée, au niveau de la base militaire de Tartus en Syrie. Voilà un peu les évolutions futures des hypothèses. Ce ne sont que des hypothèses, bien sûr, mais il n'y a pas de fumée sans feu. Il y a des informations qui circulent dans ce sens. Merci beaucoup Hassan Qassimi et je vous remercie d'ailleurs d'avoir participé à cette émission. Nous allons vous libérer. Je rappelle que vous êtes expert en questions géopolitiques. Nous allons continuer cette émission avec nos autres invités, en l'occurrence avec Ozan Avandouk. Monsieur Avandouk, je reviens à vous. Pour pouvoir passer dès le premier tour en Turquie, le président élu doit obtenir 50% des voix exprimées plus une. Vu comment les choses se présentent, se dirige-t-on vers un deuxième tour ? Monsieur Ozan. Excusez-moi, je n'ai pas pu bien entendre votre question. Brièvement, est-ce que vous pouvez répéter, s'il vous plaît ? Oui. Est-ce que la Turquie se dirigerait-elle vers un deuxième tour aujourd'hui, vu comment les choses se présentent ? D'accord. Merci de répéter. Alors, déjà, ce qu'on observe sur le terrain aujourd'hui, il y a un taux de participation beaucoup plus élevé que le passé. Alors, les Turcs aiment bien voter. Dans chaque élection, on observe un intérêt aux élections, un grand intérêt, surtout quand on compare avec d'autres pays, notamment européens. Sauf que là, cette fois, c'est encore différent, surtout à l'étranger. Il y a eu une grande montée dans le nombre des gens qui ont voté. Et je pense que cela montre surtout aussi un intérêt et un espoir pour l'opposition, pour apporter son soutien à l'opposition au sein de la société, des citoyens, ici et à l'étranger. Donc, c'est surtout ça, cette donnée qui me fait penser au fait et à la possibilité que cette fois l'élection peut finir au premier tour avec une victoire de l'opposition. Mais après, il faudra encore attendre et observer comment les choses se dérouleront pour pour dire quelque chose de définitif et de certain. Oui, Monsieur Ozan Avandouk, les jeunes et les Kurdes représentent environ 25% du corps électoral. Sur quel candidat le choix de ces catégories va-t-il se porter ? Alors, les Kurdes, lorsqu'on parle des Kurdes, on parle en effet des Turcs, pas des citoyens turcs. Donc, les Kurdes dans la région, si vous me demandez cette question, dans la région orientale de la Turquie, alors là, normalement, c'est la région du HDP. Le parti pro-kurde HDP est très fort là-bas. Et leur ancien leader, Selahattin Demirtas, qui est en prison depuis très longtemps, a fait un appel pour que sa base électorale vote pour Kılıçdaroğlu dans cette élection. Donc je pense que ça va jouer un rôle important dans leurs décisions. Quant à la jeunesse, la plupart, une partie considérable de la jeunesse turque, à mon avis, votera aussi pour Kılıçdaroğlu. Déjà, cette fois, les jeunes sont très engagés dans la campagne. Ils sont pas seulement attachés au candidat Kılıçdaroğlu, mais aussi ses vice-présidents éventuels, potentiels, comme İmamoğlu, Yavaş, qui sont actuellement respectivement les maires d'Istanbul et de Ankara. Et donc, dans ce contexte, je vois que l'intérêt de la jeunesse est aussi plutôt avec l'opposition. Mais encore une fois, il faudra attendre, il est 15 heures bientôt, mais Erdogan
a pu garder sa base électorale pendant très longtemps. Au moins, on voit toujours dans les sondages qui montrent dans lesquels il obtient les moins des votes, il garde encore 30%. Donc, on va observer tout à la fin de la journée. On va voir vers 8h ce soir, vers 8h, 9h, je crois. Très bien, on repart retrouver Jean Marcou. Vous m'entendez? Oui, je vous entends, oui. Alors, il me semble que vous n'étiez pas très d'accord tout à l'heure avec l'intervention de Ali Baïnasseri. Oui, je pense que sur le plan géopolitique, effectivement, les Kurdes vont être une donnée importante du scrutin. En fait, il faut bien voir qu'en Turquie, il y a une opposition kurde qui représente à peu près 10%, avec laquelle d'ailleurs Recep Tayyip Erdogan a tenté à un moment a même lancé 3 mouvements trois processus pour résoudre le problème politiquement. Donc il y a, je dirais, ce problème intérieur qui est le problème des Kurdes. Comment Kılıçdaroğlu va le résoudre? Il est probable qu'il va essayer de renouer avec un processus de paix. Bon, ce qui ne veut pas dire d'ailleurs négocier avec le PKK. Il ne faut pas confondre, même si Recep Tayyip Erdogan parfois considère que le HDP et le PKK sont la même chose, ce n'est pas tout à fait la même chose. Ouais. Hein. Il y a d'un côté un parti qui est autorisé effectivement par le gouvernement turc et par la loi turque, et de l'autre côté un parti un parti qui est un mouvement de guérilla qui mène une lutte armée. Ouais. Donc ce sont 2 choses qui sont un petit peu différentes. Après, qu'est-ce qui va se passer sur le plan du Proche-Orient? Est-ce que justement Kemal Kılıçdaroğlu, l'opposition, va essayer d'instrumentaliser la question kurde pour passer une alliance avec Israël? Ça me paraît un peu surréaliste. Je dirais que les relations de la Turquie avec Israël existent bien évidemment. Ouais. Vous savez que la Turquie a été l'un des premiers pays peut-être le premier pays musulman d'ailleurs à reconnaître Israël en 1948, mais elle a eu depuis la Turquie des relations avec Israël, et particulièrement à l'époque d'Erdogan des relations qui étaient inégales. Mais il se trouve que ces derniers mois, les relations entre la Turquie et Israël se sont améliorées, et que Recep Tayyip Erdogan a normalisé d'ailleurs les relations avec Israël pour des raisons, je pense, à la fois économiques et énergétiques. Donc, je pense qu'il ne va pas y avoir de bouleversement sur le plan de la géopolitique. Je pense plutôt qu'il va y avoir une certaine continuité, simplement dans la manière, les choses vont probablement changer. Oui. Et on aura moins d'affrontements probablement, et plus de stabilité dans les relations de la Turquie, dans les relations régionales de la Turquie. Oui. Il y a d'autres questions que je voudrais vous poser. Pratiquement tout oppose les 3 candidats, notamment le dossier migratoire et la question des réfugiés syriens, un dossier où l'Europe a aussi son mot à dire. Bruxelles exerce des pressions pour tenter de réguler les flux de migrants. Ce dossier peut-il se révéler décisif, monsieur Jean Marcou? Oui, c'est un dossier qui est important parce que là aussi, on parlait de la situation économique, on parlait du séisme, mais également la question des réfugiés, puisque vous savez qu'il y a plus de 3,5 millions de réfugiés syriens en Turquie, est une question qui est devenue de plus en plus importante dans la campagne. Bon, preuve en est qu'il y a un candidat, Sinan Oğan, qui fait son miel un petit peu de cette question des réfugiés. Mais finalement, ça n'a pas non plus été un thème aussi dominant. Vous savez que dans les pays européens, souvent, les questions de migration, les questions de réfugiés, et désormais, on l'a vu aussi en Afrique du Nord, on a vu qu'un certain nombre de pays, justement, sur la question des réfugiés, ça devenait un sujet sensible.
Finalement, en Turquie, oui, c'est un sujet important. D'ailleurs, Kemal Kılıçdaroğlu a fait un certain nombre de promesses pour régler ce dossier de réfugiés. Les deux candidats, d'ailleurs, Recep Tayyip Erdogan et Kemal Kılıçdaroğlu, parlent de renouer avec la Syrie pour résoudre ce problème. Malgré tout, je trouve que ça n'a pas pris l'importance qu'on pouvait penser que ça prendrait. Très bien. Je vous permets de retrouver dès à présent Ozan Avandouk rapidement. Je me permets de vous relancer par rapport à la même question. Qu'en est-il de la politique migratoire des deux candidats? Alors oui, il y a déjà, je pense qu'il y a quand même une différence entre... Oui, bien sûr. Alors, dans l'approche à la question, je crois qu'il y a une différence quand même entre Kılıçdaroğlu et Erdogan. Il y a une grande différence quand même. Et aussi concernant le rétablissement des relations avec la Syrie. Déjà, Erdogan, jusqu'à récemment, et son gouvernement d'ailleurs, n'était pas favorable à l'idée de rétablir les rapports avec la Syrie. Sauf que Kılıçdaroğlu pensait que dès le début, il ne fallait pas briser les relations. Il fallait garder les relations, parce que c'était une voisine importante pour la Turquie, selon lui. Et donc là, ce qu'il propose, c'est de créer un agenda pour la rentrée, en fait, des Syriens qui sont actuellement en Turquie, pour leur rentrée. Et ça va être un agenda de 2 années. Et Kılıçdaroğlu vise à travailler, collaborer en effet avec la Syrie dans cette démarche, alors que Erdogan, pour l'instant, concernant le départ d'Erdogan, des Syriens, il n'a pas fait un vrai commentaire. Ozan Avandouk, permettez-moi de donner le mot de fin à notre invité sur plateau, Ali Bey Nasri. Alors, on peut le dire, l'enjeu économique de ces élections est tout d'abord d'ordre économique. Absolument. Il est clair que la population turque est fortement impactée par l'inflation. Qui dit inflation dit pouvoir d'achat. Et comme tout citoyen dans le monde, quand il est touché dans son pouvoir d'achat, il est clair qu'il réagit. Très bien. Il réagit pour celui qu'il considère comme étant le meilleur capable de faire le changement. Très bien, merci de nous avoir éclairé là-dessus, Ali Bey Nasri. Je vous remercie d'avoir participé à cette émission. Vous êtes consultant en commerce international. Je remercie nos autres invités, en l'occurrence Ozan Avandouk, journaliste et chercheur indépendant turc basé à Ankara. Je remercie également Jean Marcou, professeur à Sciences Po et chercheur associé à l'Institut français d'études anatoliennes d'Istanbul. Était avec nous également Hassan Kassimi, expert en questions géopolitiques. Nous avons également suivi le déroulement de ces élections depuis Istanbul avec notre envoyé spécial Kherdin Battash. Cette émission touche à sa fin. Merci à vous de l'avoir suivi.